Aujourd'hui, nous allons parler de la virulence des microbes. Et la virulence des microbes, bien sûr, elle est basée, ou l'évolution de sa connaissance est basée beaucoup sur le fait de lutter contre les théories anciennes. Bien sûr, encore une fois, si on suit les théories d'avant, on peut pas découvrir de choses. On peut éventuellement faire avancer quelques éléments, mais si vous voulez vraiment trouver quelque chose, il faut nier les théories antérieures. D'accord ? Et donc là, je vais vous parler en particulier de la virulence des microbes. La virulence des microbes, c'est très intéressant parce que ça a commencé, c'est un paradoxe. Il y a plusieurs expériences qui se sont passées au XIXe siècle et au début du XXe qui disaient deux choses très très différentes. L'expérience de Pasteur, que je vous rappelle toujours, qui est celle sur le choléra des poules, c'est que si on cultivait plusieurs fois la bactérie du choléra des poules au laboratoire, elle perdait sa virulence. C'est comme ça qu'on a fait les vaccins atténués. Donc on voyait bien que c'était d'enlever des gènes qui enlevaient la virulence. Et puis, de l'autre côté, on a eu deux maladies qui ont été terribles pour lesquelles le vaccin a été un succès absolument extraordinaire, qui étaient la diphtérie et le tétanos, qui étaient des bactéries relativement ordinaires, mais qui portaient un gène qui leur permettait de sécréter une toxine. Et c'est cette toxine qui rendait malade, c'est pas la bactérie. La bactérie elle-même était relativement anodine si elle n'avait pas cette toxine. Et donc, si vous enlevez la toxine, là, elle n'est plus virulente. Donc, vous voyez, il y a deux modèles. Un modèle où on enlève quelque chose et c'est plus virulent. Un modèle où, si on enlève quelque chose, on va gagner de la virulence. D'accord ? Donc, on va regarder ces deux figures. Mais l'idée dominante va être, basée sur la théorie des toxines, les bactéries virulentes, celles qui sont dangereuses, ont quelque chose en plus. Ça, c'est vraiment la théorie. D'accord ? Et donc, quand technologiquement, on va être capable, dans la deuxième partie du XXe siècle, d'enlever des gènes, on va pouvoir dire, regardez, quand j'enlève ce gène, non pas au hasard, mais quand j'enlève ce gène, comme dans les vaccins atténués, eh bien, quand j'enlève ce gène, la bactérie n'est plus virulente, et donc, c'est un facteur de virulence. D'accord ? Et donc, 40 ans de la vie de la physiopathologie a été basée sur l'existence de gènes de virulence. Basée sur les toxines. Les toxines, c'était vrai. Hein ? Vous enlevez une toxine, la bactérie n'est plus virulente. Les autres bactéries, quand vous enlevez un morceau de gène, en réalité, vous changez toute la manière d'être de la bactérie. Donc, éventuellement, elle meurt si vous enlevez un gène qui est obligatoire, ou bien alors elle va changer sa manière d'être. Mais ça ne veut pas dire que ce gène détermine la virulence. C'est un gène qui est déterminé au mode de vie de la bactérie chez l'homme, par exemple. Mais l'idée qui s'est développée petit à petit, parce que les hommes sont bien obligés d'avoir des hypothèses ou des idées pour essayer de comprendre, l'idée c'était, finalement, les pathogènes sont plus malins, ils ont quelque chose en plus, ils ont acquis quelque chose en plus, et c'est pour ça qu'ils sont pathogènes. D'accord ? Et ça a été l'idée majeure pendant tout le XXe siècle. Et à partir du XXIe siècle, les choses changent, et elles changent d'une manière très intéressante grâce, encore une fois, à un nouvel outil, c'est la séquence, les génomes. Quand on regarde les génomes, alors là, non, c'est pas comme ça, ça ressemble pas à ça du tout. Nous, le premier génome que je fais, c'est le génome sur ma vieille amie, Enrique Giaconori. J'ai eu, je l'ai dit, les plus grandes difficultés parce que le représentant de Pasteur voulait m'empêcher de le faire séquencer à l'époque où j'avais pas les moyens de séquencer ça à Marseille. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a acquis les moyens d'être autonome, parce que je devais demander l'autorisation pour avoir un truc qui était marginal dans le truc, et puis il y avait quelqu'un qui disait non, ça sert à rien, qui n'y connaissait rien du tout d'ailleurs. Et donc ça me déplaisait profondément d'être obligé de convaincre des gens qui ne connaissaient rien du tout de me laisser faire ce que je voulais faire. Enfin, ça continue, hein, les gens qui savent toujours rien du tout, mais qui pensent qu'ils savent mieux que les gens qui font quand même. Hein. Ça reste un des éléments majeurs des humains, c'est d'être absolument incapable de se rendre compte qu'ils sont incompétents. C'est la vie qui est comme ça. Hein. Eh bien, dedans, moi, un coup de chance, le premier génome que je fais, c'est la première maladie sur laquelle j'avais travaillé, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, et il existait
un génome de rickettsia qui avait été séquencé avant, qui était le génome de la bactérie du typhus, qui est la cousine germaine de la rickettsia sur laquelle je travaille, qui est celle de la fièvre boutonneuse. La fièvre boutonneuse, il y a quelques cas, mais enfin, qui sont graves, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le typhus, qui est une des maladies qui a le plus tué au monde. Hein. Je sais pas, on estime que peut-être tué plusieurs centaines de milliers de personnes pendant la retraite de Russie de Napoléon. On l'a prouvé, ça, parce qu'on a retrouvé des dents à Vilnius, où on a montré qu'ils étaient morts d'infections transmises par les poux, en particulier le typhus, par les techniques moléculaires. Ça tue de manière effroyable et à une vitesse absolument extraordinaire. Maintenant, la chance que ça tue autant de monde est faible, parce qu'on a des antibiotiques qui marchent très bien. Enfin, à l'époque, ça tuait beaucoup. Et donc, je compare Rickettsia connori à Rickettsia prowazekii, la bactérie du typhus. C'était tellement grave, le typhus, que les deux premiers chercheurs qui ont travaillé, c'est pour ça que je connais très bien la manipulation des microbes dangereux, les deux premiers chercheurs qui ont travaillé sur le typhus, l'un s'appelait Ricketts, c'est un Américain, et l'autre s'appelait von Prowazek. Et donc, ils sont morts tous les deux du typhus en travaillant sur la tentative d'isolement de la bactérie du typhus. D'accord ? Et donc, en leur honneur, on a appelé la bactérie du typhus Rickettsia prowazekii, qui vient des deux premiers chercheurs sur le typhus qui en sont morts. Donc, quand on les compare, eh bien, ce que l'on voit, en réalité, c'est que Rickettsia connori, qui est beaucoup moins méchante, est 20% plus petite que Rickettsia prowazekii. Et Rickettsia prowazekii, qui est le pire de toutes les rickettsia, il n'a pas de gène en plus. Donc, tout le paradigme, vous voyez là, c'est un changement de paradigme qui a mis très longtemps. Hein. Je crois que c'est maintenant qu'il commence à se méfier avec les facteurs de virulence. Le plus grand spécialiste de ça, qui était plus intelligent que les autres, a changé peut-être 10 ans après que nous, on ait publié ça. On dirait ça n'existe pas, les facteurs de virulence. Donc, les toxines, ça existe. Facteurs de virulence, le fait d'avoir moins de gènes ne signifie pas que vous êtes moins dangereux. C'est pas vrai, c'est un contresens. Et nous, on avait fait la preuve de concept avec ça, Rickettsia prowazekii. Enfin, attendez, c'est pas vrai. Rickettsia prowazekii est en train de se débarrasser de ses gènes. J'ai expliqué plus tôt, mais les gens qui avaient séquencé Rickettsia prowazekii, qui sont une équipe de Suédois, considéraient que c'était des gènes de poubelle. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Nous, on a pu identifier que c'était des fantômes de gènes qui existaient, qu'on retrouve chez Rickettsia connori, mais qui se sont dégradés au fur et à mesure parce qu'ils n'avaient pas d'usage. En se spécialisant, Rickettsia prowazekii a perdu 20% des gènes de son ancêtre, d'accord, dont on voit les traces. Soit ils étaient coupés en morceaux, soit ils étaient devenus des fantômes. Et en ayant maintenant la maquette des gènes anciens, on pouvait voir que ces fantômes, c'était bien ce qui restait de ces gènes. Donc on avait beaucoup de chance. Il y avait exactement la même architecture dans les deux rickettsia, donc on savait où aurait dû être ce gène qui manquait, et à la place de ce gène qui manquait, on voyait une séquence qui voulait rien dire, mais si on l'a collé au gène qui voulait dire quelque chose chez Rickettsia connori, on voyait que c'était juste ce qui restait, le squelette ou le cadavre de ce qui restait du gène qui avait été dégradé petit à petit. Et on a pu même mettre tous les stades qui me serviront quand je parlerai du SARS, tous les stades de dégradation. Le premier qui coupait le gène en deux, donc une partie éventuellement s'exprimait, mais le gène n'était plus fonctionnel. Et puis après, une accumulation de mutations qui inactivaient le gène, et puis ensuite sa destruction progressive, comme effectivement un cadavre petit à petit se dégrade, et à la fin il ne reste plus que les os. D'accord ? Puis à la fin il n'y a même plus d'eau, il y a un fantôme. S'il y a des fantômes. Toujours est-il que ce concept, cette base, après, on l'a décliné quand il y a eu commencé à avoir une accumulation de génomes dans la littérature. Là, on était au tout début de la génomique. Hein. Quand il y a eu commencé à avoir une accumulation de génomes, eh bien, on a pu, avec Vicky Merelge, faire une analyse, et avec Pierre Pontarotti, faire une analyse de est-ce que ce phénomène-là, on peut le généraliser, le phénomène de la réduction génomique. Et la réponse est oui, c'est-à-dire que quand vous vivez, c'est ce que vous voyez sur ce schéma, peut-être pas très clairement, mais ce que vous avez en haut, c'est les bactéries qui vivent dans l'environnement. Celles qui vivent dans l'environnement, elles doivent faire face à des situations très complexes. La chaleur, les nutriments, l'acidité, la salinité. Et donc, pour pouvoir vivre dans un environnement complexe, elles ont besoin d'avoir un potentiel de réponse considérable. Elles ne se servent pas de tout,
mais elles se servent d'une partie de ça qui fait, si vous vivez dehors, vous devez pouvoir vivre quand il fait froid l'hiver et vivre quand il fait chaud l'été. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être exactement de la même manière que quelqu'un qui vit dans un appartement dans le 16e à Paris. J'aime bien prendre comme exemple Paris. Et donc, ces bactéries-là ont beaucoup plus de potentiel. Donc les bactéries, c'était déjà, vous voyez, on renverse le concept de les bactéries pathogènes pour l'homme sont plus méchantes et plus complètes. Déjà, c'est pas vrai. C'est celles de l'environnement qui ont le plus de potentiel. Et puis, si elles commencent à être associées avec des hôtes, mais pas de manière obligatoire, de manière indépendante. Si elles vivent à côté des hôtes et d'hôtes particuliers, elles commencent à perdre des gènes massivement. C'est-à-dire qu'elles trouvent des nutriments ou elles trouvent un écosystème qui est beaucoup plus restreint que l'écosystème naturel, que la jungle, d'accord ? Et c'est la même chose que vous voyez en réalité à vue d'œil. C'est-à-dire qu'à vue d'œil, vous voyez bien qu'un endroit qui est entièrement sauvage, et il y a beaucoup plus de biodiversité, en particulier dans la zone intertropicale humide, il y a beaucoup plus de biodiversité, il y a beaucoup plus d'animaux, il y a beaucoup plus de capacité à voir émerger un animal qui va être suradapté à des conditions nouvelles. Voyez ? Et c'est la même chose pour les bactéries. Et puis, à chaque étape, qui va emmener jusqu'à la dernière étape, qui est le parasitisme, si vous voulez, où la bactérie dépend entièrement de son hôte, eh bien, on va perdre des milliers de gènes, des centaines de gènes, enfin des milliers de gènes. Et donc, la plupart des microbes pathogènes sont des microbes, bien sûr, spécialisés. Ceux qui deviennent vraiment entièrement dépendants de leur hôte sont hyper spécialisés. Et bien sûr, plus on est spécialisé, plus on perd de potentiel. Ce qui est vrai, c'est une leçon qu'il faut retenir pour les hommes, c'est-à-dire si vous êtes très très spécialisé dans un domaine, vous êtes incapable de vous adapter à un changement de système. Et c'est la même chose pour les bactéries. Ça veut dire que cette spécialisation, si vous voulez en faire un concept philosophique, la spécialisation, ça mène à la disparition. Il ne peut pas en être autrement. C'est probablement pour ça, en tout cas c'est ma théorie, que toutes les civilisations urbaines disparaissent au bout d'un moment, parce qu'elles ne sont plus faites que de gens spécialisés. Et la capacité à s'adapter à des événements chaotiques, des gens qui sont ultra spécialisés, est très faible. Donc, en tout cas, c'est une leçon de la nature qu'on observe. Après, le point jusqu'à lequel on peut l'extrapoler à d'autres situations, mais comme c'est un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité, c'est la disparition des grandes civilisations urbaines de façon assez stupéfiante. En tout cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que les bactéries qui sont hyper spécialisées, finissent par disparaître. Parce que elles n'ont pas la capacité de s'adapter à des choses qui sont complexes. Par exemple, on voit bien le problème de la résistance aux antibiotiques. Eh bien, les bactéries qui étaient les super pathogènes, elles ont relativement peu de capacité à échanger des gènes. Et les antibiotiques ont éradiqué la plupart des bactéries ultra-pathogènes. Mais les bactéries dont on voit qu'elles sont très résistantes sont des bactéries qui, initialement, sont des bactéries de l'environnement. Et donc, il y a un potentiel beaucoup plus large que celles qui sont des bactéries qui sont strictement limitées à l'homme. Donc, ça, c'était un des éléments. Et puis après, on a essayé, nous, avec cette fois-là, Vicky d'une part et Calliope Georgiades, de voir est-ce que ça, ce qu'on fait, est-ce que ça, on peut en faire une généralité, de dire, attendez, les plus pathogènes sont ceux qui ont perdu le plus de gènes. D'accord ? Donc, vous voyez, c'était un renversement de tendance. Le nombre de papiers qui ont été publiés sur les facteurs de virulence et même de fantasmes, parce qu'après il y a des gens qui ont fantasmé sur le bioterrorisme en disant on va rajouter des gènes de virulence et les bactéries vont devenir super virulentes, un truc qui n'a pas marché du tout. Mais c'est un fantasme. À partir du moment où vous pensez qu'il suffit de rajouter un gène à un microbe pour qu'il devienne virulent, vous pouvez fantasmer. Et puis alors le fantasme sur et les tentatives militaires sûrement de rendre pathogènes ou de rendre dangereux des microbes en leur rajoutant des facteurs de virulence a été multiple. Et donc si on regarde là sur cette diapositive, on regarde par un type d'analyse que j'aime beaucoup, qui est l'analyse en composantes principales, c'est-à-dire de voir comment se répartissent ce que l'on teste, comment il se répartit en mettant plusieurs paramètres et non pas juste un paramètre en disant oui, non, c'est significatif. Eh bien, on voit que les pathogènes, les bactéries pathogènes, donc on a pris d'abord 10, puis 12, je crois, puis après 20 bactéries les plus pathogènes de l'histoire de l'homme,
Et on a regardé leurs cousins germains, comme j'avais fait avec Rickettsia prowazekii. Donc on a regardé pour ça, pour la typhoïde, on a regardé pour la shigellose, on a regardé pour la tuberculose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois qu'on regarde, les bactéries pathogènes ont entre 20 et 30% de gènes en moins. Donc c'est un phénomène général. C'est-à-dire les grands tueurs de l'humanité ont perdu des gènes par rapport à leur source initiale. C'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont perdu? Beaucoup de choses qu'elles ont perdues, et dans la communication. Elles ont beaucoup perdu, et donc on a l'impression, si on essaie de tirer une déduction de ce que nous avons vu, c'est que les bactéries les plus dangereuses sont pas malignes, elles sont folles. Elles n'arrivent plus à communiquer, et c'est pour ça qu'elles tuent leur hôte. Bon, il faut bien que nous, encore une fois, les hommes, on essaie d'interpréter les choses en disant ça serait plus logique de ne pas le tuer tout de suite. Donc si vous le tuez, vous foudroyez votre hôte en quelques jours, votre capacité à vous multiplier, à être transmis, et vous mourrez avec le cadavre. Hein. Donc c'est pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est une idée. Elles courent beaucoup plus vite. Elles ont, si vous leur enlevez 30% de travail, c'est comme si vous courez et qu'on vous avez 30% du poids. C'est-à-dire vous avez pas un sac à dos avec 30 kilos dedans. Vous courez pas pareil quand même. Les bactéries, elles sont pareilles. Si elles ont 30% de gènes à reproduire à chaque fois qu'elles se multiplient, et elles se multiplient très vite. Enfin, en 20 minutes, elles se dédoublent. Hein. Vous leur enlevez 30%, elles vont beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile. Elles ont besoin de moins de nutriments et donc elles sont plus efficaces. Elles marchent, c'est très efficace. C'est très efficace, mais elles ont perdu la capacité d'adaptation à des situations différentes. Donc elles sont hyper spécialisées. Donc la spécialisation, ça mène à une grande efficacité, mais une grande fragilité face à des situations qui sont des situations différentes. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont perdu et pourquoi elles sont si pathogènes? Elles sont si pathogènes parce que parmi les choses qu'elles perdent assez facilement, c'est la communication avec l'extérieur. D'accord ? Elles perdent la communication, en particulier avec leur hôte. Et donc, quand leur hôte leur dit, il leur dit pas vraiment, mais quand elles ont trop bouffé d'un nutriment et que ça va tuer l'hôte à la fin, si elles ne reçoivent pas le message de maintenant, il faut se calmer un peu parce que sinon tu vas me tuer, elles le tuent. Donc c'est cette communication, c'est une grande partie de ce qui disparaît, cette communication. Donc c'est un élément qui est essentiel. Et donc à partir de cet élément, et à partir de... En regardant chez dans la bactérie de la tuberculose, qui est une bactérie très intéressante, on a regardé pour la tuberculose, tout le monde était dans est-ce qu'il faut faire des vaccins pour la tuberculose, il faut faire des vaccins pour la tuberculose, ça a déclenché des milliards, il n'y a toujours pas de nouveau. Le BCG, c'était un vaccin qui était théoriquement tellement efficace que il donne une petite infection, une action immunitaire. Le problème, c'est que ça n'empêche pas d'attraper des tuberculoses respiratoires. Donc ça ne marche pas très bien pour éviter la transmission de la tuberculose. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait plus de tuberculose, alors qu'il y a toujours tant de morts par la tuberculose. Donc, mais enfin, c'était le truc, et nous, on voulait mettre notre grain de sel avec notre point de vue à nous, qui est de dire, la tuberculose, si on la compare à ses voisins les plus proches, elle a perdu des gènes. Et qu'est-ce qu'elle a perdu par rapport à toutes les bactéries de ce groupe-là qui ne sont pas pathogènes? On a trouvé qu'il y avait un gène, il s'appelle MSPA, qu'on trouvait chez les mycobactéries non pathogènes et qu'on ne trouvait pas sur la tuberculose. Donc c'est un des gènes de non-virulence. D'accord ? Donc on a été parmi les premiers à observer qu'en réalité il y avait des gènes de non-virulence. D'accord ? Que donc on devenait pathogène. Et il y a des exemples très célèbres dont je reparlerai. Et donc, on a regardé ce gène, et si on le rajoute maintenant, au lieu d'enlever les gènes pour voir s'ils sont pathogènes, on a rajouté ce gène à une bactérie pathogène, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette bactérie pathogène est moins pathogène maintenant qu'on lui a rajouté un gène. Donc, c'est la figure inverse. Donc là aussi, on reviendra dessus sur la méthode. La méthode qui consistait juste à tester la pathogénicité en enlevant des gènes, était une méthode, mais c'est jamais qu'une méthode, et c'était une méthode qui avait des biais, c'est-à-dire qu'en enlevant de la vitalité, on réduit toujours la pathogénicité. Donc si quelque chose est hyper spécialisé, en réalité il peut rien perdre, mais on n'arrive pas à le tester. Dans une boîte, vous voyez pas vraiment ce qu'est la pathogénicité. Là, on a regardé, on a dit, voyez, si on rajoute un gène, eh bien elle perd sa virulence. Donc c'était le modèle exactement inverse, c'est-à-dire, et donc on est assez convaincu que la plupart de la pathogénicité s'est faite avec la perte
de gènes qui permettent aux bactéries de se multiplier plus rapidement. Alors, certains les ont appelés les non-virulent chains, nous on a genes, et donc nous on a appelé ça le paradigme du non-anniversaire de Alice au Pays des Merveilles. Et donc, dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle va manger avec le chapelier fou et le lapin de Mars, il mange le gâteau de non-anniversaire. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que le gâteau de non-anniversaire? Il dit, on a considéré que il fallait faire l'inverse des autres, parce que si vous fêtez les non-anniversaires, vous en fêtez 364 par an. Si vous fêtez l'anniversaire, vous en faites qu'un. Donc c'est beaucoup plus intelligent de fêter le non-anniversaire. Donc nous, on a trouvé les gènes de non-anniversaire qui sont des gènes de non-virulence. Et c'est la même chose que l'on a trouvé qui est très intéressante, mais là qui était un phénomène naturel, dans le SARS-CoV, qui est très intéressant, qui sont des choses qu'on a trouvées récemment. Dans le SARS-CoV, les coronavirus sont des virus qui sont des virus ARN qui sont les plus grands des virus ARN. C'est relativement grand, ça fait 30 000 bases, relativement grand. Et donc, le virus HIV, par exemple, ça fait 10 000 bases. Et donc, à la fin du génome, alors il y a une partie du génome qui est extraordinairement importante, qui est l'appareil de reproduction, dans lequel il y a la polymérase. Comment on polymérise les acides nucléiques pour pouvoir en faire une séquence génomique. Ça, c'est une chose compliquée. On verra sur SARS-CoV, il est arrivé des choses bizarres qui me laissent penser que ça ne pouvait pas faire l'objet d'un engineering humain. Et puis au bout, il y a 3 gènes qui s'appellent NSP6, NSP7 et NSP8. Et comme les humains ont besoin de faire des théories surtout, on a commencé à faire des théories complexes pour savoir à quoi ça servait. Et quand vous ne savez pas à quoi ça sert dans un microbe humain, la plupart du temps, les immunologistes sont capables de vous trouver une réponse qu'ils ne peuvent pas vérifier, mais qui est une réponse modéliste, déduite. Éventuellement, on fait un modèle pour prouver que ça marche. Et donc, on avait trouvé que tous ces gènes étaient utiles. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que avec le SARS-CoV, ce qu'il faut comprendre, c'est pas si vous me croyez sur les bactéries, il faut que vous commenciez à me croire sur les virus. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a pensé comme ça. Hein. Et donc, c'était un virus. L'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un virus qui était fait chez les chauves-souris. Pour pouvoir faire des réarrangements de virus, il faut avoir des populations importantes et denses. Parmi les animaux, les populations les plus importantes et les plus denses, c'est les chauves-souris et les muridés, les rats. Voilà. Les chauves-souris, dans une grotte, vous pouvez avoir 1 million de chauves-souris. Et il y a plusieurs types de coronavirus chez les chauves-souris, et tout ça peut se réarranger. Prendre un bout de l'un, un bout de l'autre, et faire des nouveaux virus, autant qu'ils en veulent. Donc c'est très plausible que à la fois le premier SARS et le deuxième soient passés par les chauves-souris. C'est possible qu'il y ait eu un autre intermédiaire, c'est-à-dire un mammifère entre les deux, pangolin pour certains, la civette pour le premier SARS, c'est bien possible, et puis ensuite ça vient à l'homme. C'est un peu le même mécano qu'on voit avec la grippe. Il y a beaucoup de virus qui sont chez les oiseaux, et là, alors dans les élevages de poules, ça se reproduit autant que vous voulez, ils se recomposent, ils se remettent, et puis la plupart du temps, quand ça passe chez l'homme, il y a eu un passage de la poule au porc, et ensuite du porc à l'homme. Donc le porc étant un autre intermédiaire qui sélectionne les remaniements qui ont été faits sur la grippe. Tout ça est un mécanisme qu'on connaît, on pense bien que ce qui s'est passé avec le SARS, c'est la même chose. Mais ce qu'on a vu dans le SARS et dans l'épidémie, ce qu'on a vu, c'est que de temps en temps, le virus, donc c'est la plus belle leçon de virologie qu'on ait eue, hein. Le SARS a des côtés positifs, c'est quand même, on a vraiment, là maintenant, il y a, je crois, 60 millions de génomes qui sont disponibles sur ce virus. C'est jamais arrivé. Vous imaginez que sur la grippe, il y en avait quelques centaines. Donc il y avait un retard en virologie qui était absolument extraordinaire par rapport à la bactériologie, ce qui est étonnant, parce que quand même, eux, c'est le seul outil vraiment d'observation qu'ils avaient, c'est les génomes. Enfin, c'est comme ça. Et donc, ce que l'on voit, c'est que dans un certain nombre de cas, un des gènes, ceux du bout, là, le 6, 7, 8, qui sont au bout du génome, quand ce gène, tac, disparaît, coupé en deux, la même chose que je vous racontais sur le rickettsia, c'est pour ça qu'on l'a vu très tôt, hein, ce qu'on appelle un codon stop, c'est-à-dire ça arrête la lecture du gène au milieu, eh bien,
ça permet une nouvelle bouffée épidémique. C'est-à-dire que le virus rebondit parce qu'on lui a enlevé un gène. D'accord ? Et vous voyez, là, on est loin des facteurs de virulence. On revient dans les facteurs de non-virulence. Et c'est un phénomène qui se produit plusieurs fois, en particulier pour le NSP8, qui est l'ORF8. Ça arrive plusieurs fois que quand on se débarrasse de ce gène, ça marche mieux. Pareil, une des premières fois où ça a été généralisé, il y a plein de branches de ces virus qui ont infecté les élevages de visons. Là aussi, si vous voulez avoir un nouveau virus, prenez une masse d'animaux très importante, avec une proximité importante, les élevages de visons, il y a parfois des millions de visons qui étaient ensemble. Là, vous avez, comme les poules, si vous voulez, les élevages de poules, quand vous foutez, je ne sais pas si vous avez vu un élevage de poules, les endroits où c'est sidérant, le nombre de poules au mètre carré qu'il y a à mettre, mais alors elles se frottent toutes les unes sur les autres, et donc les maladies, les coronavirus de poules, par exemple, qui donnent la bronchite de la poule, qui tue un nombre de poules absolument extraordinaire dans le truc, c'est la même chose que le Covid. Et donc, ça fait des années qu'ils cherchent des vaccins et ils n'arrivent pas à trouver des vaccins qui stabilisent. Si vous avez un peu de culture, d'ailleurs, c'était tout le problème de ce truc, c'est que les gens sont incultes. Donc, si vous aviez un peu de culture, vous saviez que la lutte contre les coronavirus, vous savez que dans le premier conseil scientifique en France, il n'y a même pas un vétérinaire. Donc, c'est la preuve. Et les gens font de la publicité en disant, maintenant, le One Health, il faut absolument intégrer l'environnement dans la réflexion sur les maladies infectieuses. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas foutu un vétérinaire dedans pendant un an. Donc, tout ce qui se passait chez les animaux, ils ne le savaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu du retard à comprendre. Il a fallu plusieurs mois pour comprendre que chez nos visons aussi, il y avait des épidémies. C'est même celle qui a donné le variant qui a le plus tué en France. Que les poules, que les éleveurs de poules faisaient depuis des années livrer un combat sans merci contre les coronavirus de poules qui tuent énormément les poules, avec des succès pour le vaccin. Pourtant, c'était plus facile. Il n'y a pas besoin de passer, chez nous non plus, ils n'ont pas eu besoin de passer par l'évaluation. Mais enfin, chez les poules, c'est encore plus simple. On fait directement chez les poules, il n'y a personne qui proteste. Donc, voilà, on n'a pas réussi à éradiquer les coronavirus de la bronchite de la poule. Et donc, ça pourrait servir de modèle de réflexion, au moins. Et donc, nous, on a appelé ça, l'ORF8, on a appelé... en particulier sur, du coup, cette épidémie liée à ce qu'on a appelé Marseille 4, qui venait des visons français, cette épidémie-là, mortelle, qu'on a analysée vraiment dans le détail, parce que elle est restée en France et autour de la France. Elle n'est pas devenue pandémique. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi ça devient pandémique ou pas. Mais elle a suivi la courbe habituelle, courbe de Gauss, et puis, toc, on voit un rebond apparaître, extrêmement important, virulent, et si on regarde la séquence, la différence dans le rebond, tac, c'est qu'il a détruit leur fuite. Donc c'est la première fois qu'on voit, tiens, et ça avait été vu dans les publications qu'on a eues sur les séquences de visons qui ont été faites en Hollande, au Danemark, et qui ont été relarguées, eh bien très très fréquemment, chez le vison aussi, les virus détruisent leur fuite pour s'adapter au vison. Donc ça veut dire que c'est probablement quelque chose qui servait à sa niche initiale, mais dans son changement de niche, vous vous rappelez, c'est toujours l'expérience du choléra des poules. On change de niche, et quand on change de niche, il y a des gènes qui ne servent plus à rien. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelait le mistigris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'est le mistigris, qu'on a représenté là avec le valet de pique. Les Américains appellent ça, c'est la femme noire, la Black Queen, qui est l'équivalent de notre mistigris, c'est-à-dire du valet de pique, c'est-à-dire que pour gagner, il faut que vous perdiez cette carte. Vous connaissez le mistigris, donc vous distribuez les cartes, et donc si vous gardez le mistigris à la fin, vous avez perdu. Et donc là, on dit, mais tiens, c'est un gène mistigris, ça. C'est même pas un gène de non-virulence. Les gènes de non-virulence, c'est les gènes... c'est un peu l'équivalent des gènes de non-virulence, mais là, c'est encore bien pire, parce qu'il a tellement peu de gènes que d'en perdre un, et d'être associé avec une explosion épidémique comme ça, c'est quelque chose qui est tout particulier. Et on l'a vu dans plusieurs, y compris maintenant dans les Omicron, on en voit un qui a perdu le mistigris, et puis on l'avait vu ça dans le Yucca, il y en a un qui a perdu le mistigris. Donc dans plusieurs groupes, on voit que si vous perdez le mistigris, vous perdez leur fuite, vous gagnez de la force, et vous devenez plus épidémique. Vous avez un rebond épidémique. Je ne sais pas quelle est la raison, les immunologistes diraient que c'est parce que
il y a des anticorps contre cet orphyte. Moi, je pense que la plupart des modifications qu'on voit, parce que je suis du côté des microbes, hein, donc je ne suis pas du côté de l'hôte pour mon travail. Dans la vie, non, je suis plutôt du côté de l'hôte. Et donc, je pense que, bien entendu, les hommes ont une tendance phénoménale à sous-estimer les capacités des microbes et des virus de s'adapter à la situation. Ils sont bien plus forts que nous. Donc, c'est plutôt de leur côté qu'il faut chercher qui c'est qui est malin. Encore plus maintenant. Mais si on regarde ça, cette immense variabilité, une variabilité extraordinaire de ces virus, ce qui était aussi quelque chose qui était complètement incompris. Moi, quand j'ai commencé à dire, pour la première fois hein, en juillet 2020, qu'il y avait un variant nouveau qu'on avait reçu à Marseille, moi, il y a des gens qui m'ont dit face à face, mais il n'y a pas de variant dans ces virus. Donc c'est extraordinaire. Moi, je savais pas, c'était pas une théorie, je suis pas un grand théoricien, mais moi, j'avais observé les choses. Mais c'est les gens qui n'avaient pas regardé un génome qui m'ont dit, ou qui n'avaient pas regardé encore, qui m'ont dit que c'était pas le cas. Hein. Donc on le voit là, les rebonds, on voit des rebonds qui sont liés. Oh, ça c'est les génomes qu'on avait fait à ce moment-là, tous les génomes qu'on avait fait jusqu'à mars 2023, vous voyez. Et vous voyez qu'il y a des rebonds qui sont liés à la perte du mistigris.